on en vient aux enjeux américains de la semaine et c'est Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Commençons par la macro, peut-être un commentaire quelques jours maintenant après l'apparition du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui rapportait donc les chiffres de février, des créations d'emplois bien plus fortes que prévues, mais j'ai envie de dire ça n'est peut-être que le début Thomas. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, les attentes du marché étaient assez basses, parce qu'on savait qu'il y avait une réouverture dans certains grands États, en Californie et à New York. Et d'ailleurs, on l'a vu donc, dans le rapport de l'emploi. C'est surtout les jobs dans l'hôtellerie, dans la restauration, les serveurs qui ont le plus rebondi. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu le défaut du rapport de ce rapport de l'emploi. C'est qu'on aurait bien aimé un peu plus de force, de vigueur dans les secteurs cycliques, comme le manufacturier, par exemple. Donc, c'est très tiré par les serveurs, un peu moins par le manufacturier. Évidemment, je pense que plus on approche l'été, le cyclique va aussi se réveiller. Mais j'insisterai quand même sur la vision d'ensemble, qui reste qu'il y a un trou d'emploi de 9,5 millions d'emplois. Donc, il faudra encore beaucoup de mois à 400 000 pour résorber le trou. Bon, ça reste l'argument très fort de Jérôme Powell pour défendre la position de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Mais dans le même temps, Jérôme Powell est, semble-t-il, très à l'aise, très confortable avec la situation de marché, notamment sur le marché obligataire. Il l'a répété à nouveau la semaine dernière. Thomas, comment est-ce que vous comprenez cette position de la Fed qui veut rester très accommodante, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui est très à l'aise avec la remontée des taux longs américains, notamment avec un 10 ans autour de 1,60 au moment où on se parle. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui motive peut-être tactiquement d'ailleurs la Réserve fédérale américaine à tenir ce discours aujourd'hui ? Oui, alors je ne sais pas s'il y a une motivation ou si c'est un oubli ou un silence un peu coupable. Mais en effet, Jérôme Powell ne retient pas, ou n'a pas retenu la hausse des taux, ou en tout cas que partiellement, puisqu'il a dit que quand même, ça avait marqué son attention, il a quand même mentionné ça, mais il n'est pas allé plus loin. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange, étant donné surtout qu'on sait qu'on a encore quand même pas mal de jours avant le prochain meeting de la Fed et on n'aura aucun membre de la Fed qui va donc communiquer dans les prochains jours. Donc en gros, c'est vrai qu'une partie du marché obligataire pourrait se dire, voilà, on a un boulevard, on nous laisse filer et on va jouer contre la Fed. Et j'insisterai sur le marché obligataire, ce qui est quand même intéressant, c'est pas juste une histoire de taux long. C'est aussi le marché est en train de pousser la Fed dans ses retranchements pour les premières hausses de taux. Le marché voit les premières hausses de taux pour fin 2022, pour autour de décembre 2022, ce qui est beaucoup trop tôt et ce qui est contre ce que Jérôme Powell lui-même dit, et aussi contre cette nouvelle stratégie de ciblage de l'inflation en moyenne. Donc la Fed a insisté sur cette stratégie qu'elle a dévoilée l'été dernier, et maintenant on a le marché qui dit, nous, on n'y croit pas du tout. Donc là, il y a peut-être aussi un problème de communication de la part de la Fed et à un moment, il faudra quand même qu'elle revienne là-dessus. Deuxième chose aussi, il y a cette histoire du Supplementary Leverage Ratio, de l'histoire régulatoire, puisqu'il y a une exemption qui est liée à ce ratio de régulation qui prend fin mars. Et donc, il y a un peu une peur dans le marché que les banques ne puissent plus acheter des bons du Trésor. Et là aussi, on aurait mis un peu plus de la part de Jérôme Powell, potentiellement nous faire comprendre ou pas s'il y aurait une extension, puisque cette histoire de régulation bancaire crée beaucoup de friction dans le marché obligataire également à l'heure actuelle. Est-ce que c'est important, évidemment, un sujet de régulation. Est-ce qu'on autorise les banques finalement à acheter plus, à détenir plus de treasuries ou à continuer d'acheter toujours plus de treasuries? Est-ce que c'est un sujet qui sera réglé, alors pas cette semaine, mais la semaine prochaine avec le comité de politique monétaire de la Fed, Thomas? Oui, encore une fois, je pense qu'il y a deux façons de régler le problème. D'une part, c'est d'agir donc sur les achats de titres, potentiellement operation twist, c'est-à-dire concentrer les achats d'actifs plus vers la partie longue. Ça semble moins probable à l'heure actuelle, puisqu'encore une fois, il y a une certaine tolérance de la Fed. Par contre, agir sur le côté de régulation bancaire et sur ce fameux ratio d'endettement, je pense que là, il y a de quoi faire et la pression est en train de monter sur la Fed pour décider en tout cas d'une extension partielle de ce ratio.
Parmi les faits qui vont marquer la semaine, alors évidemment la réunion de la Banque Centrale Européenne avant celle de la Fed la semaine prochaine, Thomas, mais on aura côté américain un chiffre d'inflation qui est une des mesures qui est quand même regardée par le marché, notamment l'indice des prix à la consommation, le CPI pour le mois de février qui sera publié ce mercredi. Je crois que le core CPI en janvier s'établissait à 1,4%. Est-ce qu'il faut attendre dès le mois de février des effets importants justement sur cette mesure d'inflation, ou est-ce qu'on est encore dans une zone confortable avant les turbulences que tout le monde anticipe sur le bruit que tout le monde anticipe sur les chiffres d'inflation? Oui, donc comme vous l'avez dit, hein, le problème des attentes d'inflation, donc elles ont beaucoup augmenté et en plus elles extrapolent. Elles extrapolent notamment les matières premières. Les matières premières ont beaucoup monté et en gros le marché des attentes d'inflation dit qu'il va y avoir des effets de second tour, donc que ça va se transmettre à tous les prix et qu'on aura en moyenne une inflation pour les 10 prochaines années au-dessus de 2%. Ce qui paraît quand même un peu exagéré. Et en effet, surtout exagéré par rapport à ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la vraie inflation, elle, pour le moment, n'a pas complètement augmenté. Mais ça peut faire un trou et un problème, parce que le marché, lui, s'attend à plus d'inflation. Il ne la voit pas dans les chiffres, et je pense que ça fait aussi partie de la panique. Peut-être il faudrait attendre qu'enfin on voit un peu d'inflation dans les vrais chiffres. Pas trop, et peut-être à ce moment-là, le marché des attentes d'inflation va se calmer. Nous, on s'attend toujours à un petit sursaut de l'inflation au printemps, qui est lié à la réouverture, qui est lié aussi au prix des services comme évidemment l'hôtellerie, les voyages, les prix des billets d'avion. Ça va évidemment monter, hein. Mais au-delà de ça, on s'attend à ce que les salaires restent sous cloche, hein, et que, notamment parce que le marché de l'emploi mettra plus de temps à s'en remettre que le paiement impème. En tout cas, on croit au scénario de la surchauffe. Bon, Thomas, peut-être un mot. Alors, on va essayer de maintenir la liaison. Il y a un peu de bruit sur la ligne, mais c'est encore correct, Thomas. Un mot quand même peut-être de l'American Rescue Plan qui entre dans sa séquence finale sur le plan législatif avec le vote du Sénat ce week-end, le retour à la Chambre des représentants aujourd'hui et puis ensuite la signature officielle du président des États-Unis, Joe Biden. Thomas, est-ce que au cours de cette navette législative, est-ce qu'il y a des amendements particuliers qui ont pu être apportés au plan de soutien américain qu'il faut noter? Alors, le plan de soutien donc, qui sera présenté à nouveau à la Chambre des représentants pour un vote qui pourrait avoir lieu dès ce mardi, c'est ce qu'indiquait le leader de la Chambre des représentants. Je vous rappelle que le Sénat a voté, alors vraiment de manière très fine, puisque c'est la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui a permis aux démocrates d'emporter ce vote d'une voix, hein. Vous le savez que la majorité est déterminée au Sénat, en tout cas pour les démocrates, par la vice-présidente Kamala Harris. Et donc, le plan va revenir désormais à la Chambre des représentants avant une approbation finale pour, dans les prochains jours, aux États-Unis pour Joe Biden. Bon, on va conclure là. Juste un mot encore, parce que Frédéric, vous êtes resté avec nous en plateau. Frédéric Garcia, le responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. Ça nous amène quand même à dire un mot de l'euro-dollar. On n'a pas parlé de l'euro-dollar jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est peut-être un des contre-pieds les plus marquants de ce début d'année. En début d'année, tout le monde était baissier dollar, Frédéric. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde court plutôt un peu après le dollar. Exactement. Donc, on avait une forte anticipation pour la parité, aller chercher le 1,25. Et puis, finalement, ça ne s'est pas produit. Et quand on regarde la configuration graphique, du fait que les taux remontent tout simplement, donc il y a un différentiel important. On parle du carry trade, c'est-à-dire qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'emprunter aux États-Unis puisqu'on a un rendement, alors qu'en zone euro, ce rendement, il est exactement nul. Donc le dollar s'apprécie par rapport à l'euro. Donc deux éléments positifs pour les marchés à actions européens, c'est que finalement ça favorise nos valeurs exportatrices et notamment les valeurs luxe. On le voit donc depuis ce matin, je crois. Ouais. LVMH, Hermès, Pinot, tout ça donc performe largement le marché. Et puis aussi chose importante, pour les investisseurs américains aujourd'hui, il est peut-être intéressant d'acheter des actions européennes puisqu'après quand ils vont les transformer et rapatrier les dollars, forcément, ça aura un effet bénéfique sur leur position. Et pour résumer la configuration graphique, on a tutoyé ce matin, on a cassé les 1,19, le 1,19, pardon. Oui. C'était un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 4 mois. Et c'est une configuration donc baissière sur l'eurodalle. Et on pourrait très rapidement aller chercher le 1,16.
Ah oui, donc c'est ça. On avait 1,24 à 25 en tête en début d'année et maintenant c'est plutôt 1,16 l'objectif depuis qu'on a cassé 1,19. Exactement. C'est ça. Contre-pied parfait. Sur l'euro-dollar. Thomas Kosterg, juste un dernier mot. On vous a récupéré par téléphone, Thomas. Un mot, effectivement, on parlait des valeurs exportatrices. C'est vrai que parmi les faits marquants aussi de l'actualité, il y a l'idée quand même peut-être d'un début de désescalade des conflits commerciaux. Alors, en l'occurrence, entre les États-Unis et l'Europe, c'est les surtaxes douanières dans le conflit Boeing-Airbus qui sont suspendues pour 4 mois. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un début seulement de réchauffement commercial entre les États-Unis, l'Europe et peut-être le reste du monde, Thomas? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un réchauffement, en tout cas des efforts de réchauffer cette relation avec l'Europe qui avait été un peu mise à mal malgré tout par le mandat de Donald Trump. Maintenant, ce qui est quand même un peu surprenant, c'est ce qui se passe par rapport à la Chine, où on a quand même une position assez ferme par rapport à la Chine, et voire même plus ferme qu'attendu, à mon avis, du gouvernement, non seulement du gouvernement, mais il y a un concert qui est à l'unisson que pour se mettre contre les pratiques commerciales de la Chine, et ça va dans toutes les branches du gouvernement. Donc ça sera peut-être un point à surveiller, dans quelle mesure peut-être les États-Unis cherchent des partenaires en Europe, mais aussi potentiellement pour faire front par rapport à la Chine. Bon, on voit les valeurs aéronautiques, en l'occurrence, qui sont portées par cette nouvelle. La baisse de l'euro-dollar également, qui joue beaucoup sur ces segments exportateurs. Airbus gagne 1,5% et Safran gagne 1,9% à la mi-journée sur le CAC 40 parisien. Merci beaucoup, messieurs. Merci Thomas d'avoir été avec nous à distance. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Et merci encore Frédéric d'avoir été avec nous en plateau aujourd'hui. Frédéric Garcia, responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. Ainsi se termine Smart Bourse, l'édition de la mi-journée. On se retrouve évidemment en direct ce soir à 18h30 sur Bismart.